La plupart du temps, le temps n'est pas très charitable avec ceux qui, de leur vivant, se sont complus dans le rôle établi du grand écrivain national, surtout quand il se mêle de politique et de philosophie. On peut dire de Thomas Mann qu'il fait exception à la règle. C'est un cas assez rare de gloire précoce, puisqu'il a connu la célébrité dès l'âge de 26 ans, et de postérité magnifique. C'est un homme du Nord, Thomas Mann, qui avait vu le jour à Lübeck, ville hanséatique. Imaginez une puissante bâtisse bourgeoise, une sorte d'édifice un peu sévère sur plusieurs étages. Le père est négociant et sénateur. La mère a des origines brésiliennes auxquelles ce fils tellement artiste attribuera sa sensibilité particulière. Il nous raconte tout ça d'entrée de jeu dans une esquisse biographique qui date de 1930. Donc comme il est né en 1875, ça veut dire qu'il avait 55 ans. Et ça s'appelle « Abrégé d'existence ». Je cite Thomas Mann. Mon enfance fut choyée et heureuse. La fratrie de 5, 3 garçons et 2 sœurs, grandit dans une maison de ville élégante que mon père avait bâtie pour lui et les siens, et nous profitions en outre d'un deuxième foyer dans l'ancienne maison de famille près de l'église de la Marienkirche, où ma grand-mère du côté de mon père habitait seule. Les moments les plus lumineux de ma jeunesse eurent toutefois lieu lors de mes vacances d'été annuelles à Tavenmunde, avec leurs matinées à la plage d'Odsebourt et leurs après-midi en face de l'autel au pied du temple de la musique de Cure que nous aimions avec presque la même passion. Le caractère idyllique si soigné, si protégé, si exempt de tout aléa de ces séjours où les repas en table d'hôte avaient de nombreux plats me plaisait infiniment. Il favorisait mon inclination naturelle à l'indolence rêveuse, finalement corrigée avec difficulté bien ultérieurement. Aussi, quand se terminaient les 4 semaines qui au début paraissaient sans fin et qu'il fallait rentrer à la maison et à la vie quotidienne, ma poitrine souffrait de cette douleur avachie causée par l'apitoiement sur son sort. Ça, c'est un des secrets de Thomas Mann, c'est que jamais aucun développement, jamais aucune notation dans le fil de sa profuse écriture n'est exempt d'une grande remarque sur le sens profond de l'existence. La maison de commerce fête son centenaire en mai 1890, mais le sénateur Mann a la mauvaise idée, si je puis dire, de décéder brutalement. 1 an plus tard, il n'a que 51 ans, et il laisse un testament qui prévoit la dissolution de la maison de commerce. Les études de Thomas vont se dérouler d'abord dans une école privée, puis au Katharineum. Le lycée Katharineum, qui est un ancien cloître franciscain, est adossé à la Katharinenkirche, qui est l'église tout en briques rouges à l'image du vieux Lübeck dominant le quartier. Le bâtiment a des couloirs voûtés de croisées d'ogives. Aujourd'hui, il est d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce Katharineum. Il était réputé pour l'excellence de son enseignement. On cultivait là les humanités, un peu à la manière encore renaissante. Il y avait un règlement très rigoureux. Il faut quand même dire que les cours avaient fortement tendance à ennuyer le jeune Thomas. J'exécrais l'école et ne satisfis jamais à ses exigences. Je méprisais ce milieu, critiquais les manières de ses dirigeants et me trouvais très tôt dans une sorte d'opposition littéraire à son esprit, sa discipline et ses méthodes de dressage. Mon indolence peut être due à ma si forte croissance, mon besoin d'avoir beaucoup de temps d'oisiveté et de lecture au calme, cette véritable inertie de mon esprit dont je souffre encore aujourd'hui, m'ont fait haïr l'obligation d'apprendre et la défier avec entêtement. Il va publier en 1901 un premier roman, une saga que vous connaissez, les Buddenbrook, bien entendu. Ça lui apporte tout de suite la célébrité. C'est cette espèce de grande histoire d'une famille sur plusieurs générations. On considère aujourd'hui que les Buddenbrook sont le dernier des classiques du 19e siècle, où Mann dépeint avec ce style naturaliste, mais un naturalisme revisité avec une ironie déjà marquée. Il dépeint le déclin de cette riche famille lubeckoise dans l'Allemagne en train de s'unifier, et tout ça génération après génération, avec des traits qu'on voit reparaître d'un personnage d'une génération à un autre dans une génération suivante. Une ironie
cette ironie très présente dans son style et dans sa façon de voir les choses, qui marque le coup d'envoi des rapports qui vont le lier désormais à sa patrie allemande, à la fois beaucoup d'amour et une forme de haine. Les bourgeois de Lübeck, en tout cas, ont mal pris la parution des Buddenbrook. On oppose au présomptueux écrivain le dicton paysan selon lequel un oiseau ne devrait pas souiller son nid. En vérité, Thomas Mann ne cessera jamais, selon sa propre expression, il ne cessera jamais d'avoir mal à l'Allemagne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors le grand œuvre, évidemment, c'est La Montagne magique, roman hanté par la Première Guerre mondiale. Au départ, après un séjour de sa femme, Katia, au sanatorium de Davos, ça devait être une courte satire en altitude sur cette espèce d'élite cosmopolite qui déjà hante Davos, mais quand ça paraît en 1924, on peut dire que La Montagne magique n'est plus du tout une nouvelle. C'est un gigantesque, c'est une sorte de somme romanesque de 1000 pages qui dépeint à travers ce microcosme de tuberculeux privilégiés, si j'ose dire, tout un continent européen qui est en train de se diriger, de verser gentiment vers l'apocalypse. Rien de plus constant dans toute l'œuvre de Mann que ce thème de l'initiation par la maladie, comme si la faiblesse du corps donnait à l'esprit des libertés particulières. Et ça va être le fil rouge, en quelque sorte, de cette œuvre, qu'on trouvait déjà d'ailleurs en 1912 dans La mort à Venise. Vous savez, ce court roman qui raconte l'histoire de ce célèbre écrivain Aschenbach, qui est un peu le double de Thomas Mann et qui est poussé par un grand besoin de voyager, une idée qu'il n'accepte pas volontiers parce que sa vie jusque-là aurait été consacrée à la production, au devoir, à l'autodiscipline. Impulsif besoin de fuir, écrit Thomas Mann dans ces pages qui sont taillées au ciseau. Telle était cette nostalgie du lointain, du nouveau, tel avide désir de se sentir libre, de jeter le fardeau, d'oublier, besoin d'échapper à son œuvre, qu'il servait chaque jour d'un cœur inflexible avec une passion froide. C'est soudain la révélation du beau dans la vie d'Aschenbach qui va faire irruption à travers le bel et faible. Vous savez, ce tout jeune homme qui va littéralement l'irradier. Et les projets qu'il avait formés, cet Aschenbach, vont s'évanouir face aux possibilités de bonheur et de plaisir de jouir de la contemplation de la beauté de cet adolescent qui s'appelle Tadzio. Aschenbach ne prend plus garde à se protéger du malheur qui provient du monde extérieur. L'entrée de Tadzio dans sa vie, même de loin, va le pousser à une espèce d'état d'excès de plaisir et de jouissance. Il ne se consacre désormais plus qu'à lui-même. Il nie l'épidémie de choléra qui est en train de se répandre sur Venise. Il ne protège plus sa vie et va vers la mort. Il avait développé une vie qui était très morale. Eh bien, il lui fallait une vie libre. Et cette prise de conscience arrive trop tard. Elle arrive en quelque sorte comme une forme de perception surprise de la mort. Alors les opinions de Thomas Mann vont évoluer dans le temps et évidemment elles ne sont jamais totalement séparées de l'évolution de l'Allemagne elle-même. Dans un premier temps, il s'est affirmé, en tout cas avant la Grande Guerre, comme un conservateur, comme un nationaliste qui était persuadé que la guerre serait une forme de purification. C'était d'ailleurs la grande théorie à l'époque dans l'entourage du Kaiser. Et puis il a changé, Thomas Mann, et après la guerre, il s'est mué en libéral partisan de la démocratie de Weimar. On peut dire que le tournant majeur pour lui, ça a été l'assassinat de son grand ami Walter Rathenau, qui était issu d'une famille juive et qui a été assassiné par un groupe d'extrême droite en 1922. Et ça lui a fait, ça a été pour lui une sorte de prise de conscience. En 1933, évidemment, quand les nazis ont pris le pouvoir, quand ils sont arrivés au pouvoir, pour être exact, il a fui tout ça. Il a dénoncé très tôt les dangers du nazisme. Il s'est établi aux États-Unis. En 1936, d'ailleurs, Hitler l'a déchu de sa nationalité et Mann va vouloir désormais incarner la conscience de l'Allemagne exilée, si vous voulez. Là où je suis, il y a l'Allemagne, dit-il. Et il va enjoindre ses compatriotes à retrouver leur sens moral. Il ira même plus tard, depuis la Californie, jusqu'à saluer les bombardements alliés contre sa ville natale de Lübeck. Il va falloir attendre 1949 pour que Thomas Mann daigne fouler à nouveau le sol allemand.
Il va venir à Francfort, à Weimar, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Goethe. Et ce sont des retrouvailles qu'on doit pouvoir dire sans joie. J'éprouve comme une horreur irrationnelle, écrit-il, à l'idée de reposer un jour dans cette terre allemande qui ne m'a rien donné et rien demandé. L'Allemagne m'est devenue totalement étrangère. Plusieurs fois, il se rendra en Allemagne, submergé, bien sûr, partout où il va, à la fois d'honneur, car les honneurs pleuvent, mais aussi d'injures qui ne pleuvent pas moins. Il va renoncer finalement à se fixer là-bas et il choisira, vous savez, la grande ville germanophone, allemande sans être allemande, en Suisse, qui est Zurich, bien sûr. Thomas Mann, disons-le, est l'incarnation de tous les mouvements intimes de cette Allemagne compliquée. Thomas Mann, c'est aussi une dynastie d'intellectuels avec toutes les névroses, les non-dits, les raideurs, les frasques cachées ou assumées, les drogues qui vont avec. D'abord, deux frères, l'aîné Heinrich d'une part, donc le cadet Thomas de l'autre, qui vont connaître l'un et l'autre une consécration littéraire, avec une relation très houleuse entre les deux frères, très proches et très rivaux. Heinrich, dont le roman Professeur Unrat va inspirer le film L'Ange bleu, vous savez, est un radical anti-bourgeois, anticapitaliste, objecteur de conscience. Tout l'inverse de Thomas, qui va au départ entretenir la posture de l'esthète apolitique ne jurant que par Wagner, Schopenhauer et Nietzsche. Toute sa vie, il va conserver un style de grand bourgeois un peu guindé, comme ça. Ce style qui d'ailleurs, ce qui est extraordinaire chez Thomas Mann, c'est que le caractère un peu tenu de ce style rend encore plus extraordinaire tout ce que l'on sent derrière de névrosé d'ailleurs. Le texte de 1907, Dans le miroir, agit comme une sorte de confession de l'auteur qui à l'époque est un auteur extrêmement adulé, l'auteur des Buddenbrook, qui se demande si finalement il est resté fidèle aux idéaux de sa jeunesse. Je le cite. « Je n'ai pas changé et ne me suis pas amélioré. Je n'ai fait que continuer à poursuivre ce que je considérais comme le plus intime, c'est-à-dire rêver, lire de la littérature et en produire moi-même. Voilà pourquoi je trône dans une telle gloire. Mais est-ce là la récompense logique de mon cheminement ? Si les gardiens de ma jeunesse me voyaient dans cette magnificence, ils perdraient foi en tout ce à quoi ils ont cru. » Vous voyez que ces écrits intimes qui sont publiés dans cette édition que fait paraître Plomb, ces écrits intimes nous apprennent sur Thomas Mann quelque chose que sa littérature en quelque sorte ne nous dit pas, c'est le doute essentiel et central qui l'habite. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment, il y a cette famille qu'a constituée Thomas Mann avec son épouse, cette incroyable progéniture. Sa femme, c'est Katia, la dévouée Katia, avec des enfants qui, contrairement à leur père, assument ouvertement une homosexualité que lui n'aura eu de cesse de cacher, de refouler et avec laquelle il se sera débattu. Je cite Bertrand d'Hermoncourt qui a établi et présenté cette édition chez Plomb. En plus de ces ambiguïtés sexuelles somme toute classiques, dit Bertrand d'Hermoncourt, clairement énoncées dans ses écrits intimes, régnait dans la famille de Thomas Mann d'épouvantables troubles pathologiques. Ils ont suscité de nombreuses études et même un roman biographie, Le Magicien de Colm Tóibín, un écrivain irlandais, où est racontée de l'intérieur cette vie mouvementée, souvent dramatique, et la traversée des tragédies politiques de la première moitié du XXe siècle. Très documenté, il fait office de portrait de Thomas Mann. C'est le seul en français. Au centre, sa famille, les 6 enfants de Mann et de Katia Pingsheim, 2 homosexuels, Klaus et Golo, une bisexuelle et 2 filles que l'on pourrait qualifier de gérontophiles. Erika était la maîtresse du chef d'orchestre Bruno Walter, de l'âge de son père. Quant à Elisabeth, elle épousa le critique littéraire Giuseppe Antonio Borghese, de 36 ans, son aîné. Klaus est un peu l'enfant terrible des lettres allemandes, Klaus Mann.
Après plusieurs cures de désintoxication, il finira par se suicider à Cannes. Et vous savez que son père ne va pas condescendre à se déplacer pour son enterrement. Quant à Erika, actrice, auteure de livres pour enfants, elle va se marier par convenance avec le poète anglais Auden, et elle deviendra correspondante de guerre. C'est la seule femme d'ailleurs qui ait couvert le procès de Nuremberg. Elle s'imposera comme la gardienne du temple de l'œuvre paternelle dont elle est en quelque sorte la légataire, si l'on peut dire. Quant à Golo Mann, historien et conscience intellectuelle de la République fédérale d'Allemagne, il va publier cette histoire allemande du 19e et 20e siècle qui fait référence. Thomas est surnommé par les siens le magicien, d'où le titre de cette biographie romancée que lui a consacré Tom Toynbee. Il domine, on peut le dire, tout son petit monde, toute cette espèce de drôle de famille par sa stature. Il faut imaginer Thomas Mann un peu toujours comme le Aschenbach que nous montre le film de Visconti d'ailleurs, toujours tiré à 4 épingles, conscient d'avoir transmis un nom illustre et d'avoir transmis aussi beaucoup de névrose à ses enfants. Il a ce front haut qui donne un caractère pensif à ses poses, toujours dans la fumée du petit cigare, un visage austère, barré de cette moustache en brosse à dents, tout ça très impeccable d'apparence. Dans le mariage en transition qu'il avait fait paraître à l'âge de 50 ans, on était en 1925, Thomas Mann démontre qu'on peut avoir une éducation protestante tout en restant fidèle à l'enseignement des jésuites. Il se réjouit de la libération récente des mœurs avec, je cite, un rapport plus gai et plus apaisé aux choses sexuelles que celui dont étaient capables les générations précédentes. Si ce domaine en particulier paraît cette fois à peu près dépouillé de ses anciens tabous et angoisses, il n'en appartient pas moins à ce contexte et se trouve justement d'autant plus affirmé par cette tendance de la jeunesse à vivre le phénomène homo-érotique avec une tolérance sereine et désaliénée. De qui parle-t-il en écrivant ça ? Il n'en dénonce pas moins, je cite, son infécondité, son absence de perspective, son refus des conséquences ou responsabilités. Sa nature intime, dit-il, est celle du libertinage, de la vie de bohème et de la frivolité. Et contre cela, en face de cela, il fait l'éloge du mariage, garant du principe éthique. La loyauté est l'immense qualité morale d'un amour ordonné par la nature, compatible au mariage et procréateur. Est-ce qu'il a, en écrivant ces phrases, l'intention de surmonter une blessure ? Est-ce qu'il désavoue sa nature profonde ? En tant que créateur, il aura en tout cas nourri son œuvre de tous les à peu près complexes d'une nature difficile. Il aura peut-être essayé de nourrir son œuvre des turpitudes qu'il aura croisées dans sa vie. Cette œuvre qui ne finit pas d'interroger les générations par ses contradictions, par ses hauteurs de vue, par sa profondeur même et par l'incroyable acuité des remarques dont elle est constellée, cette œuvre, pour certains, demeure intimidante.